peut parfois reprocher aux conservateurs d'espaces naturels d'être très interventionnistes. Donc si on fait un petit retour en arrière, les humains sont là depuis 7 millions d'années, on imagine bien que la nature a évolué avec nous, avec certaines espèces qui ont été favorisées sur la gestion qu'on a pu faire de notre environnement. Donc effectivement, la gestion va permettre soit de restaurer un habitat naturel, au regard des espèces qu'on a identifiées dans le plan de gestion, donc qui sont ciblées, soit on va figer l'évolution naturelle du milieu à un stade précis, là où il va y avoir le plus d'enjeux en termes de biodiversité, ou soit même recréer des habitats. Donc par exemple, créer une mare, on va recréer complètement un habitat à part entière, où on va avoir tout plein de plantes et d'animaux qui vont venir s'y réfugier. Donc c'est presque artificiel en fait. Alors c'est là où il y a la limite entre artificiel et naturel, à se dire est-ce que l'homme a toujours géré la nature ou est-ce que la nature a évolué avec l'homme ? Le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire présente Conversation avec la nature, le podcast où chaque mètre carré compte et chaque parole porte. Aujourd'hui, épisode 3, Gérer, avec Sylvain, garde animateur pour l'antenne de Réloir. Un podcast présenté par Isabelle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de Conversation avec la nature. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. Alors pour un petit rappel, si vous avez écouté les épisodes précédents, on a parlé protection, animation territoriale, partenariat. Et donc aujourd'hui, on va aller plus sur le terrain et on va parler de la gestion. Et pour parler de la gestion, on accueille Sylvain. Salut Sylvain. Salut. Alors merci de nous rejoindre. Donc Sylvain, tu es garde animateur au conservatoire. Ça veut dire que tu as deux parties en fait. Tu as la partie gestion, mais tu as la partie animation. Bon, on va pas aborder cette partie-là aujourd'hui parce que ça fera l'objet d'un prochain épisode. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ton travail de gestion. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu déjà depuis combien de temps tu es au conservatoire et voilà. Oui. Quelle est en gros ta mission ? Eh bien, ça va faire 14 ans que je suis au conservatoire au sein de l'antenne de Mainvilliers, donc l'antenne eurélienne. Donc sur le volet gestion, mes missions sont de mettre en œuvre les opérations techniques de gestion au regard des enjeux qui ont été diagnostiqués au plan de gestion et aussi rédiger les différents cahiers des charges, que ce soit pour les appels d'offres, le suivi des travaux également et parfois de la mise en œuvre d'opérations en régie. Alors, on va développer tout ça parce qu'il y a des mots qu'on ne comprend pas forcément. Alors, Sylvain, quand on parle de gestion, on parle de quoi exactement et en quoi c'est important ? Alors la gestion c'est important, parce que d'une part c'est fait au regard du diagnostic écologique qui a été fait dans le plan de gestion. Donc au regard de ce diagnostic, il y a différents habitats naturels ou espèces qui ont été identifiés, souvent patrimoniales ou protégés, où il est le plus souvent nécessaire d'intervenir, donc en faisant différentes opérations pour maintenir ou augmenter les effectifs de ces espèces-là. Et quelles sont les différentes méthodes de gestion qui peuvent exister ou que tu mets en œuvre aujourd'hui ? Alors elles sont multiples. D'une part, elles peuvent être mécaniques, donc ça peut être des travaux de bûcheronnage, des travaux de débroussaillage, ça peut être avec des partenariats avec des éleveurs, donc typiquement du pâturage, qu'il soit équin, ovin ou même parfois avec des vaches. On peut aussi faire de la gestion des temps. Création de mares, enfin voilà, il y a tout un panel d'outils et d'opérations qui peuvent être mises en œuvre sur les sites naturels. Et est-ce que tu as un exemple très concret là, de projet récemment qui a eu lieu, de projet de restauration, d'entretien ? Alors très récemment, je vais parler pour le département d'Eure-et-Loir parce que c'est là où je mets en œuvre mes opérations. Par exemple, il n'y a pas longtemps, sur le site naturel de Donnemain-Saint-Mamès, donc les marais, c'est en bordure de Laconie, où il y a une petite exurgence de la nappe de Beauce, donc c'est-à-dire de l'eau qui ressort du sol et qui va rejoindre la rivière. À cet endroit-là, on avait préconisé de faire un étrépage mécanique, donc c'est-à-dire qu'on va venir creuser et créer un trou en pente douce qui va être favorable à différents cortèges de plantes aquatiques qui vont s'implanter au regard du degré d'humidité. Et l'année suivant cette opération-là, par exemple, on a une petite plante aquatique qui s'est développée, c'est de la caracée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les mares à caracées sont un habitat d'intérêt communautaire, donc protégé au niveau européen. Donc là, on a le cas, typiquement, on a augmenté le nombre d'espèces sur le site et en plus des espèces patrimoniales via une opération de gestion. Ah, donc c'est hyper technique et du coup, tu vois l'évolution du milieu suite à ces travaux en fait. Voilà, donc en fait l'opérationnel est vraiment cadré lors de la phase d'élaboration du plan de gestion. Si toutefois on voit que le milieu évolue, alors le climat évoluant aussi,
Ces opérations peuvent être réadaptées au regard des résultats qui peuvent être concluants ou non concluants. Donc tout ça, c'est suivi effectivement très régulièrement en binôme avec le chargé d'études scientifiques. Si vous vous rappelez, on en a un petit peu parlé dans l'épisode sur la connaissance. Serge nous a expliqué qu'effectivement, les plans de gestion pouvaient un petit peu évoluer en fonction des évolutions forcément climatiques. Et du coup, comment on va déterminer la méthode d'entretien la plus adaptée au milieu? Est-ce qu'on va prendre une méthode manuelle ou une méthode plutôt mécanique? Comment on choisit? Alors cette détermination, elle est multifactorielle. D'une part, il va y avoir le contexte local. Typiquement, quand on est sur un milieu dit ouvert, donc c'est-à-dire qu'on va maintenir des prairies ou des pelouses, on va avant tout favoriser le pâturage. Donc pour ça, il faut avant tout avoir un contact d'un éleveur qui va être à proximité, qui va bien vouloir pâturer. Donc ça, c'est ce qu'on va favoriser. Si toutefois, eh bien, il n'y a pas de partenariat possible ou qu'il n'y a pas d'éleveur à proximité d'un site, eh bien, on va passer sur du mécanique. Par exemple, sur un site humide, on ne va pas utiliser des grosses pelleteuses qui sont très lourdes, des pelleteuses que par contre on va pouvoir utiliser sur des milieux secs, ça va être moins impactant. Il y a aussi l'accessibilité du site. Il y a des sites qui vont être isolés et qui ne sont pas accessibles par des moyens mécaniques lourds. Donc là, par contre, on va favoriser plutôt du travail manuel, c'est-à-dire du débroussaillage à la main. Et ça dépend également des surfaces à entretenir ou à restaurer. Et donc oui, tu le disais, l'entretien mécanique, c'est des méthodes qui sont très lourdes et qui peuvent potentiellement avoir un impact négatif en fait sur le milieu. Donc comment on s'assure qu'on utilise les bons engins, qu'on n'est pas trop dans la destruction du milieu finalement? Alors pour ça, il y a différentes choses qui s'offrent à nous. Alors d'une part, effectivement, utiliser un matériel adapté et l'utiliser correctement. Donc sur des engins lourds, par exemple, lorsqu'on va le faire un entretien par broyage, déjà on va le faire à la bonne période, donc celle qui va être la moins impactante pour le milieu naturel. On va être plutôt sur des travaux automnaux ou hivernaux. C'est la période de repos, que ce soit pour la faune et pour la flore, eh bien, toutes les espèces sont montées en graines, donc l'impact sera limité. On ne va pas intervenir forcément sur toute la zone non plus, de telle sorte à laisser des zones refuges qui ne vont pas être restaurées ou entretenues la première année. Et enfin, au niveau de la vitesse de progression des engins, c'est pareil, ça va être une vitesse lente pour permettre notamment à la microfaune de s'échapper vers ces zones refuges. Sylvain, tu as parlé de pâturage tout à l'heure. Comment on met en place cette méthode-là? Est-ce qu'on fait appel à des éleveurs qui sont locaux? Quel type d'espèces on va privilégier sur les sites? Alors on va effectivement favoriser des éleveurs qui sont présents à proximité des sites, puisqu'ils vont avoir la charge de surveillance de leurs troupeaux. Et donc c'est souvent le conservatoire qui va aller voir ces personnes-là, qui sont plus souvent dans un schéma d'élevage traditionnel. Donc on fait en sorte de ne pas être trop contraignant en termes de cahier des charges, c'est du donnant-donnant. On met à disposition nos parcelles pour qu'elles soient entretenues et en contrepartie, l'éleveur met en place ses animaux. Donc pour ça, on va déjà en fonction du site, par exemple si c'est une zone humide, effectivement on ne va pas utiliser les mêmes animaux. Donc on va par exemple proscrire des animaux qui vont être lourds, des types bovidés, sur des zones humides, même s'il y a des espèces qui sont quand même adaptées à ces espaces-là. On va dire les milieux les moins exigeants en termes d'animaux, ça va être les zones sèches, où là on peut utiliser tous les animaux. Alors c'est vrai qu'il y a la rusticité qui va jouer notamment sur les résultats de pâturage, mais après c'est plutôt le chargement instantané, c'est-à-dire le nombre d'animaux qu'on va mettre à l'instant T sur la parcelle. Donc qui vont accentuer plus ou moins les préférences alimentaires de base que peuvent avoir une race. Mais plus on met d'animaux, plus en fait il va y avoir de concurrence entre elles. Elles vont se dire, oula, on est beaucoup, il n'y a pas beaucoup à manger, donc moi, ce que je ne vais pas manger, c'est l'autre qui va le manger. Donc c'est comme ça qu'on arrive à limiter justement ces préférences alimentaires. Mais que ce soit des chevaux, des vaches, des moutons, en fait on arrive quasiment à faire ce que l'on souhaite, peu importe le type d'animaux. Et toi, tu as une préférence dans les animaux? Alors, j'ai pas encore eu la chance de faire avec des bovins, mais j'apprécie beaucoup les chèvres, alors notamment des chèvres qu'il peut y avoir en Eure-et-Loire. C'est des petites chèvres angora qui sont toutes petites, toutes en moumoute. C'est des vraies pelotes de laine et elles sont très affectives, donc ouais, c'est sympa. Je voulais que tu la cales, celle-là. J'aimerais bien mettre une photo de ces chèvres, elles sont tellement belles. Finalement, la gestion, c'est un travail un peu constant puisque le milieu, c'est vivant par définition, donc ça évolue.
Donc, j'imagine qu'il faut souvent refaire ce qu'on a déjà fait ou adapter en fonction de l'évolution des milieux. Alors effectivement, alors, tout à l'heure on parlait du pâturage. Là, c'est le cas typique où il n'y a pas un site naturel qui se ressemble. On travaille avec du vivant, avec la météo aussi. Donc d'une année à l'autre, on ne va pas avoir les mêmes résultats. En fonction des animaux ou la conduite de troupeau, c'est pareil. Il ne va pas y avoir non plus les mêmes impacts sur un site. Donc c'est une perpétuelle adaptation. Après, effectivement, au regard du changement climatique et de la pluviométrie, eh bien d'une année à l'autre, par exemple, lorsqu'on fait un entretien, eh bien, c'est pareil, il ne va pas y avoir autant de rejets de buissons, d'arbustes. Donc effectivement, c'est toujours s'adapter avec du vivant. Et donc ces travaux, tu les gères pas seul, j'imagine, parce que être sur un site, ça peut être prenant quand même comme travail. Et donc tu fais appel aussi à, j'imagine, des partenaires. Quels sont les acteurs qui peuvent travailler sur ces sites-là? Alors effectivement, il y a un travail multipartenarial. Pour la mise en œuvre de la gestion au niveau du conservatoire, la plupart des opérations sont externalisées. Donc c'est-à-dire qu'on va passer des appels d'offres et on va retenir des prestataires, donc ce soit des entreprises ou des associations d'insertion. Ensuite, eh bien, on l'a évoqué aussi, donc il y a tout ce qui est partenariat avec des éleveurs ou agriculteurs locaux, parce qu'on a parlé des éleveurs, mais il y a aussi des agriculteurs. On a certains sites où on va faire de la fauche, par exemple. Donc il y a un lien très étroit entre le conservatoire et le monde agricole. Il y a aussi l'organisation de chantiers bénévoles dans le cadre de chantiers d'automne, où là c'est avec la population locale qu'on va faire des chantiers. La plupart de nos sites sont également inscrits en périmètre Natura 2000, donc on va déposer des contrats qui vont nous permettre d'obtenir des financements pour mettre en œuvre des travaux. Donc là ça va être l'animateur du document d'objectif avec qui on va se mettre en relation pour justement constituer ce dossier. Et en dernier recours, donc, nous les gardes animateurs et chargés de gestion écologique, on est amené également à faire des travaux en régie de manière ponctuelle, donc que ce soit l'entretien des sentiers, du débroussaillage, du bûcheronnage quand il y a des épisodes de tempête, et tout ça en lien aussi avec les conservateurs bénévoles de sites, parce que tu l'as bien évoqué, on n'est pas sur les sites tous les jours, donc les conservateurs sont un véritable atout, nos yeux et nos oreilles directement sur place, qui peuvent nous faire remonter des anomalies et intervenir de manière assez réactive au regard des incidents qu'il peut y avoir. Alors justement, les conservateurs bénévoles, on en parlera dans un prochain épisode qui traitera de la vie associative. Mais juste, tu as mentionné Chantier d'automne. Pour faire la petite pub, Chantier d'automne, c'est une opération de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels qui vise à mettre en place, à organiser des chantiers sur les périodes les plus propices pour la biodiversité. Donc voilà, on vous encourage à les regarder et à venir nous aider sur les sites. Oui, mais c'est des chantiers très conviviaux où il y a non seulement on travaille, mais en plus après l'effort, le réconfort, donc apéritif, pique-nique, café, tout ce qu'il faut. On imagine parfois que la nature s'autogère, mais en fait, c'est vrai, mais pas tout le temps, finalement. Parfois, il faut que l'humain donne un petit coup de pouce. Mais j'imagine qu'il y a quand même des milieux qu'on laisse tranquilles, sur lesquels on n'intervient pas du tout. Oui, tu as raison, on peut parfois reprocher aux conservateurs d'espaces naturels d'être très interventionnistes. Donc si on fait un petit retour en arrière, hein, les humains sont là depuis 7 millions d'années, on imagine bien que la nature a évolué avec nous, avec certaines espèces qui ont été favorisées sur la gestion qu'on a pu faire de notre environnement. Typiquement les milieux ouverts, où on va retrouver je cite souvent les orchidées qui vont être en plein soleil, elles sont complètement liées au pâturage notamment. Donc si on ne fait rien, le milieu il va se boiser et tout le cortège de plantes et d'animaux ne seront plus ceux des pelouses sèches. On va se retrouver sur un boisement et les espèces qu'il va y avoir dans un boisement ne sont pas du tout celles au niveau des pelouses sèches. Donc effectivement la gestion va permettre soit de restaurer un habitat naturel au regard des espèces qu'on a identifiées dans le plan de gestion, donc qui sont ciblées, soit on va figer l'évolution naturelle du milieu à un stade précis, là où il va y avoir le plus d'enjeux en termes de biodiversité, ou soit même recréer des habitats. Donc par exemple, créer une mare, on va recréer complètement un habitat à part entière où on va avoir tout plein de plantes et d'animaux qui vont venir s'y réfugier. Donc c'est presque artificiel en fait. Alors c'est là où il y a la limite entre artificiel et naturel, à se dire est-ce que l'homme a toujours géré la nature ou est-ce que la nature a évolué avec l'homme? Alors moi je suis plutôt sur cette deuxième partie où l'homme fait partie de la nature et la nature, on est là pour l'accompagner.
La gestion, je pense plutôt que c'est un accompagnement de la nature. Oui, effectivement, recréer des milieux qui étaient déjà là, ou voilà, on essaie de réintroduire des espèces qui étaient un petit peu dans le mal. Voilà. Alors Sylvain, est-ce que dans ta carrière de garde animateur, tu as un souvenir d'un chantier en particulier qui t'a marqué? Alors c'est difficile de mettre en exergue un chantier parmi 14 ans de carrière. Donc tout bien réfléchi, je pense qu'il y en a un quand même qui m'a marqué. Ça va être toujours à Donnemain-Saint-Mamès, un chantier bénévole où l'opération consistait à remettre en lumière l'observatoire. Donc il fallait débroussailler pas mal de ronces et faire pas mal d'élagages. En plus, on avait une grosse participation. De mémoire, on était entre 15 et 20 personnes. Et donc déjà, ça m'a marqué parce que c'est là où on voit la force du collectif. Parce que c'était un chantier qui était très ambitieux, où au début, les participants se disaient « Oula, il y a beaucoup à faire ». Et à la fin, on a réussi à tout faire. Donc c'était très satisfaisant. Et ça m'a également marqué puisque le lendemain, c'était le début du confinement. Donc voilà. Effectivement. On en plaisantait ce jour-là en se disant bon, ça se trouve demain, voilà. Et donc effectivement, le lendemain, annonce présidentielle, début du confinement. Donc on avait bien fait de se retrouver et partager ce bon moment convivial avant ce petit passage un petit peu sombre de la crise du Covid. Merci beaucoup Sylvain d'être venu nous parler de ton travail de gestion. Et donc forcément les sites, quand ils sont gérés, on a envie d'accueillir du public dessus, de faire venir du monde. Et donc dans les prochains épisodes, on parlera de justement la sensibilisation, l'accueil du public, la valorisation et l'éducation, et donc le lien à la nature. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. À bientôt. Cet épisode a été réalisé avec Isabelle Richardot à l'animation et notre invité, Sylvain Garbard. Aux images, au montage, à l'habillage et à la voix, Anaïs Marot. Photographie par Sylvain Garbard. Musique Nature Calls de folk acoustique, disponible sur Pixabay. Ambiance sonore enregistrée par Serge Grasset dans le cadre du projet Sonosilva. Pour en savoir plus sur les chantiers d'automne, rendez-vous sur www.réseau-cen.org. Retrouvez également toutes nos actions sur www.cen-centrevaldeloire.org. Un grand merci à l'ensemble de nos collègues du Conservatoire d'Espaces Naturels Centre-Val de Loire. À bientôt!